Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Myriam. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, Myriam Levesque. Je suis associée chez Quantum Jury Comptable. Et justement, c'est le fun du jury comptable, on avait abordé un épisode sur la fraude, un ou plusieurs épisodes sur la fraude, parce que c'est quand même un sujet important. Les gens méconnaissent énormément qu'est-ce que c'est, on a souvent des idées préconçues sur le sujet, et certaines personnes vont s'improviser comme étant capables de décider ce genre de choses-là dans l'univers. Donc, c'est pour ça que je t'ai invité justement pour qu'on clarifie, puis je vais te laisser commencer par qu'est-ce que c'est un jury comptable ou la jury comptabilité. Oui, merci. Donc, un jury comptable, à la base, nous sommes comptables de profession. Donc, moi, je suis comptable professionnel agréé. Et par la suite, on a une spécialité qui fait en sorte qu'on va travailler souvent dans des dossiers litigieux. Donc, autant des enquêtes de nature financière ou des dossiers de litige en cours, donc pour expliquer la quantification. Donc, souvent, les gens ne savent pas si on est avocat ou comptable. Alors, on est comptable, mais on travaille avec les avocats. Alors, quand le dossier se présente à la cour, par exemple, qu'on a démontré qu'il y avait une fraude, bien, l'avocat va plaider tout ce qui est règles et encadrement juridique, alors que nous, on va venir expliquer aux juges comme témoins experts indépendants combien vaut cette fraude, comment ça s'est organisé. Donc, on va parler vraiment du volet financier de la fraude. C'est ça, d'être capable de justement décortiquer, de l'expliquer l'élément qui s'ensuit. Et justement, c'est quoi? Parce que là, tu parles d'enquête, mais en même temps, il y a gestion de risque. Comment tout ça s'articule dans l'univers? Puis t'es pas juste témoin expert à la cour, il y a d'autres facettes aussi. Exact. Ben c'est vu qu'on en voit beaucoup en enquête, souvent nous par notre mission d'entreprise également chez Quantum, ben on se sert des recommandations qu'on fait ou des lacunes qu'on voit dans certaines entreprises pour propager la bonne nouvelle, en fait, puis utiliser ça pour aider les entreprises à mieux gérer leur risque de fraude, à améliorer leur façon de faire à l'interne. Puis souvent, ça n'a pas besoin d'être très complexe, mais vous allez voir, il y a quand même des choses de base qui peuvent aider dans ce sens-là, puis qui sont faciles à mettre en place. Oui, de toute façon, nous, en cyber, on vit dans une facette qui est similaire à celle, à la vôtre, à cet égard-là. Justement, on doit professer pour réussir à faire avancer les choses. Est-ce que les entreprises doivent vraiment se préoccuper de ça? Parce que, tu sais, comme la cyber, on a l'air de professer dans le désert souvent. Est-ce que c'est la même chose pour la comptabilité et les risques de fraude, évidemment? Ben en fait, ce qu'on remarque, puis c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça, c'est que les entreprises qui vont s'en préoccuper le plus, c'est celles qui ont subi des événements malheureux. Donc, souvent, les gens, après avoir subi une enquête, ben là, vont être plus alertes, vont être plus attentifs à ça, vont avoir envie d'investir un peu dans l'amélioration de leur pratique interne. Puis souvent, si on était dans une présentation en vrai, là, je vous amènerai mes lunettes roses, mais c'est un symbole qu'on a, nous, juste pour dire aux gens, c'est correct de faire confiance aux gens, c'est correct de vivre dans un climat de travail où les gens ont une attitude familiale, tout ça entre eux, puis favoriser la bonne collaboration, mais malheureusement, de la fraude, ça existe, là, il y en a. Puis, quand on arrive en enquête, la première chose que les gens nous disent, c'est j'aurais jamais cru que cette personne-là aurait pu faire ça. J'aurais jamais cru, je lui faisais confiance. On travaille ensemble depuis plusieurs années. Donc, vivent toujours une situation où ils sont ébranlés. Fait que c'est pour ça que nous, on a adopté le message ajustons nos lunettes roses. Faut pas les enlever, faut pas devenir critique mais malheureusement, la fraude, ça existe. Donc, faut être alerte. Puis vous allez voir que c'est dans ce sens-là que notre message porte. Là, c'est vraiment de s'améliorer, de faire des petits pas aussi là-dedans. Mais effectivement, il y a une méconnaissance, puis aussi peut-être un désir de pas s'impliquer trop là-dedans, parce que si on en parle, ben il va en avoir. Au contraire, nous, on dit toujours, ben parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en de la fraude parce que c'est là, malheureusement. Puis on veut que les entreprises mettent les efforts au bon endroit, finalement. Oui, c'est important, puis c'est un peu tout le volet de gestion de risque des fraudes, justement, de réussir à ramener. Est-ce que vous avez quand même réussi à prévenir avant que la fraude arrive ou avant qu'une entreprise se place dans cette situation-là? Ça doit arriver qu'il y en a qui vous sollicitent avant
quand même s'ils n'ont pas été brûlés encore? Oui, ça existe. On anime des ateliers des fois où justement on aide les entreprises à discuter entre eux où sont leurs risques de fraude, donc à les identifier, puis juste de les identifier, de les nommer, c'est comme dans n'importe quelle sphère, mais déjà, ça permet de mettre les efforts aux bons endroits, puis je vous relate une anecdote, là, c'est déjà arrivé dans un atelier comme ça où on a quelqu'un qui est très tourné dans les opérations. Là, c'est vraiment quelqu'un en informatique qui est en charge d'un processus très précis. Puis, on a quelqu'un de la direction des finances qui, elle, dans son monde d'état financier, dans tout ce qui est en place. Puis, quand on parle de gestion du risque de fraude, on leur demande qui est responsable de la fraude chez vous? Qui va mettre en place là, des contrôles intéressants? Puis, les deux se regardent en se disant, c'est plutôt du côté opérationnel. En fait, le directeur des finances dit, moi, je connais pas très bien tout le détail de tes opérations, donc c'est toi qui devrais être en charge de ça, alors que le directeur des opérations me dit, non, un contrôle interne, ça relève de l'équipe des finances, c'est vous qui mettez en place les bons contrôles dans l'entreprise. Déjà là, dans les premières minutes d'un atelier, on se rendait compte que c'est le travail de tout le monde, mais si c'est pas le travail d'une personne ou d'un groupe en particulier, ça devient le travail de personne également. Fait que c'est dans ce contexte-là, des fois, qu'on aide les gens à prendre conscience là, peut-être des éléments à améliorer rapidement pour atteindre leurs objectifs, parce que le but de l'entreprise, c'est ça aussi, là, c'est d'atteindre ses objectifs opérationnels au meilleur coût possible. Donc, ça peut en faire partie. Tout à fait. Je trouve ça intéressant de voir à quel point il y a des similitudes avec le monde de la cybersécurité, dans quel point on est pas avec les mêmes moyens, pas les mêmes choses, mais dans les mêmes discours et dans les mêmes préoccupations, où les mêmes personnes finalement s'en occupent parce que pensent que tout le monde c'est l'autre qui s'en occupe. Fait qu'un peu ces éléments-là dans lesquels on va balayer, puis finalement jusqu'à temps que l'événement malheureux prenne place à ce moment-là. Il existe plusieurs stratagèmes de fraude. Est-ce que tu peux un peu montrer, nous en parler, là? En fait, souvent, quand on demande aux gens, justement, c'est quoi les stratagèmes de fraude qu'ils connaissent le mieux ou desquels ils sont les plus préoccupés, la première chose, ils vont nous parler de cybersécurité parce que c'est ce qui est connu, c'est ce qui est médiatisé. Souvent, il y a quand même plusieurs événements qui arrivent. Et là, quand je fais un tour de table puis que les gens me parlent de cyber, je leur dis parfait. Puis, au-delà de la cyber, qu'est-ce qui vous intéresse? Moi, vous êtes dans une des centaines de possibilités que j'ai en termes de fraude. C'est là qu'on voit que c'est simplement une méconnaissance, parce que quand on parle de fraude, de notre point de vue, ça va inclure autant des événements perpétrés par quelqu'un d'externe, mais aussi parfois c'est un employé de l'interne qui va commettre un acte. Donc, tout ce qui est tromperie, dissimulation, prix de confiance qui va amener quelqu'un à obtenir des gains personnels, qui va amener à obtenir des biens ou des services de l'entreprise pour son compte personnel, c'est tout ça l'univers de la fraude. Donc souvent, les gens doivent élargir leur bassin, puis souvent ils nous demandent c'est quoi les stratagèmes les plus récents, où ils veulent savoir qu'est-ce qui est nouveau, puis c'est bien correct, là, c'est important de suivre ces tendances-là, mais au-delà de ça, il y a quand même des choses de base que tout le monde devrait connaître, puis d'au moins savoir où ils sont les plus à risque par rapport à eux, le type de produit qu'ils ont, le type de données qu'ils ont. Donc, des stratagèmes, on pourrait en définir à l'infini, là. On a des arbres de fraude là, qui incluent autant des stratagèmes de corruption que des stratagèmes avec des faux fournisseurs. Puis, c'est toute une panoplie, en fait, de stratagèmes de fraude qui sont disponibles sur le marché. Mais quand on revient à la base, puis qu'on demande des stratagèmes là, qui sont là depuis des années, on voit quand même une méconnaissance. Je donne comme exemple la fraude du président, où on a probablement que tout le monde là, qui écoute le blog le connaît, mais si on y va sommairement, lorsqu'on a un président qui appelle, qui dit qu'il est à l'étranger, puis il veut un virement bancaire rapidement pour une dépense imprévue ou pour un deal important qu'il est en train de signer, malheureusement, il y a encore aujourd'hui, en 2023, des gens qui sont attrapés simplement parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment ce stratagème-là, parce que ça avait l'air plausible, parce que donc nous, on est vraiment dans la prévention en
suggérant beaucoup aux gens de s'informer puis de sensibiliser leur personnel à divers stratagèmes de fraude, puis pas nécessairement justement de toujours chercher le nouveau stratagème là, en vigueur, mais d'être alerte tout simplement, de développer les réflexes dans l'équipe pour bien les identifier, ces stratagèmes-là, parce qu'on va toujours être surpris. Encore régulièrement, j'entends des stratagèmes que j'avais jamais entendu parler, mais c'est toujours la même façon de fonctionner, c'est toujours la même base là, pour le fraudeur d'en tirer des gains personnels. Ouais, bon, on revient toujours c'est ça à la base. Puis de toute façon, là, dans ce sens-là, la cybersécurité n'est qu'un un moyen ou l'usage d'un objectif. Là. C'est pas ça qui fait la fraude elle-même en soi, ou c'est pas un stratagème en soi. On est juste un moyen utilisé à travers tout ça. Puis d'ailleurs, au moment où on enregistre, il y a une bascule qui est en train de se faire, puis j'imagine que tu as dû voir aussi. On passe d'un univers ultra automatisé à un retour à l'intégration de l'humain dans le processus de fraude, c'est-à-dire que maintenant, ils ont des appels, tu mentionnes des appels, ben, ils reviennent à ces vieux stratagèmes-là et abandonnent la pure automatisation qu'on voyait. Ce qui fait que si le stratagème est toujours le même, c'est toujours de flouer quelqu'un, mais c'est le moyen utilisé, il faut juste évoluer avec comment les choses avancent. Comme stratagème, ben, tu vas avoir quelques exemples types que tu pourrais peut-être un peu décrire. Oui, puis il y en a des très simples, là, comme des situations où les gens se placent en conflit d'intérêts, puis pour avantager quelqu'un qui est près d'eux. Donc, c'est des éléments qui sont relativement simples. Ça peut aller aussi des faux fournisseurs ou des fausses dépenses sur des comptes pour augmenter finalement le profit à court terme, puis aller chercher des fonds qui ont l'air légitimes, qui dans les livres comptables là, passent comme toutes les autres dépenses. Ce qu'on voit beaucoup en petites entreprises également, là, c'est des transferts bancaires non autorisés. Donc, c'est facile pour quelqu'un qui maîtrise tout le processus comptable, quand on a juste une personne là, qui fait toutes les transactions, puis que le propriétaire exploitant est dans plein de priorités, mais pas nécessairement dans la priorité de regarder ses opérations à chaque fin de mois, ben des fois, il se rend compte au bout de quelques mois là, qu'il y a des virements finalement qui semblent un peu suspects. Donc, on voit de tout, mais les stratagèmes du plus complexe, du plus sophistiqué vraiment au stratagème très simple qui est là juste parce qu'on a donné beaucoup d'accès à la même personne. Donc, on revient toujours à la séparation des tâches qui est souvent manquante dans les entreprises. Puis, le contexte actuel économique fait en sorte que, ben oui, il y a des gens qui ont plus de besoins financiers, vivent plus de difficultés, puis en même temps, ben, on a quand même une pression là, sur la main-d'œuvre qui fait en sorte que on a peut-être un peu moins de gens là, qui s'occupent justement des finances d'entreprise. Donc, on concentre beaucoup de tâches qui avant étaient réparties entre plusieurs. Là, on les concentre dans les mains d'une seule personne. Ça fait en sorte que quand on est mal intentionné, ben, on peut avoir un terrain de jeu un petit peu plus grand. Là. Donc, c'est ces contraintes-là qu'il faut toujours être quand même alerte. Puis, on a beau faire confiance à quelqu'un, travailler avec elle depuis longtemps. Il y a nos lunettes roses à ajuster puis s'assurer là, qu'on met quand même certains contrôles en place. Quand je parle de contrôle, j'ai toujours l'air d'une comptable. Là. C'est notre mot préféré. On a l'air vraiment de mettre des grosses choses en place, mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être mis, un peu de supervision pour démontrer là, que le propriétaire, par exemple, dans une PME est très présent et qui vont avoir beaucoup d'impact sur la réduction du risque de fraude. Oui, tout à fait. Puis, tu vois, on est à peu près dans le même univers en cyber. Là, avec nous aussi, on parle de contrôle, puis les gens rechignent de prendre de la même façon aussi. Quand on commence à parler de ça, ils n'aiment pas beaucoup ça. Euh, je préfère les lunettes roses qu'une scène paranoïa. Là. On parle plus d'avoir une scène paranoïa, mais ça, bref, c'est les nuances comme ça. Là, on va peut-être faire un tour un peu au niveau de l'enquête. Puis comment c'est détecté et comment vous arrivez dans ces dossiers-là et comment vous voyez que ce genre d'événement-là se passe? Tu as parlé un peu, bon, abus de confiance puis tout ce qui se passe comme ça. De là, comment tout ça se matérialise et comment ça vous intervenez dans ce volet-là?
Ben, en fait, il y a plusieurs moyens de détecter la fraude. Des fois, c'est justement quelqu'un qui révise plus attentivement des opérations. Souvent, ça va être un collègue ou une autre personne dans l'entreprise qui va se rendre compte là, qu'il y a des indices, qu'il y a des choses qui tournent pas rond, va faire un signalement soit confidentiel ou va en parler à son supérieur immédiat, dire il y a des anomalies là, qui semblent détectées. Il peut y avoir des mandats d'audit interne dans les plus grandes entreprises qui dénotent là, des anomalies. Donc, vraiment plusieurs sources différentes qui vont faire qu'on va être interpellé parce que nous, c'est ça, on agit comme tiers indépendant. Donc, c'est certain que après, s'il faut aller témoigner à la cour, on va pouvoir le faire parce que depuis le début, ben, on n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On ne cherche pas à mettre quelqu'un en boîte. On est là pour vraiment établir les faits. Est-ce qu'il y a ou non anomalie? Parfois, il y a incompréhension de certaines règles. Il peut y avoir la mauvaise gestion aussi, qu'il n'y a pas d'intention de frauder derrière, mais qu'il y a des mauvaises décisions qui ont été prises ou une mauvaise communication des décisions aux employés. Et dans les cas où il y a fraude, mais c'est là on va être appelé pour établir là, toute la trame factuelle. S'assurer là, que c'est valide là, jusqu'au bout si Ouais. jamais il y avait différentes conséquences. C'est un peu la différence entre une erreur et une fraude aussi. Il ne Exact. faut pas confondre les deux parce qu'il y en a un qui a une intention, puis l'autre, ben, pas vraiment. Là. Exact. Puis on le voit quand même en pratique. Des fois, c'est là qu'on incite beaucoup les gens à dénoncer quand ils ont des indices d'irrégularité, parce que si c'est vraiment un élément frauduleux, il faut qu'il soit rapidement enquêté, analysé pour y mettre fin, pour pas qu'il y ait d'autres dommages pour l'entreprise. Puis de l'autre volet, même si c'était juste une erreur, il faut aussi qu'il soit analysé rapidement pour mettre en place une amélioration, puis que cette erreur-là ne se reproduise pas, qu'on comprenne pourquoi ça s'est passé comme ça et qu'on l'ajuste. Là. Fait que dans tous les cas, c'est vraiment la qualité justement des gens qui ont des indices puis qui osent rapidement là, les relever, qui vont faire en sorte que ça va réduire beaucoup les pertes pour l'organisation ou que ça va l'amener rapidement à mettre en place des améliorations dans ses façons de faire. Donc, vraiment, on le voit en 2023, il y a une tendance, les gens se sentent plus concernés, puis la culture change beaucoup. Là, avant, on avait peur d'être un stool qui rapporte quelque chose. Maintenant, les gens se sentent loyaux envers l'entreprise là, quand ils dénoncent des irrégularités potentielles. Donc, c'est vraiment intéressant. Ouais, puis comme tu le mentionnes, c'est pas nécessairement un cas de fraude, mais c'est un cas d'irrégularité. Puis le vocabulaire est important parce que quand on arrive en fraude, il y a une intention. Exact. Et dans la majorité de ce que j'ai vu, pas tant que ça, c'est souvent plus des erreurs ou des méconnaissances des gens que vraiment une intention ou une, une intention de vraiment vouloir s'en soutirer de l'argent illicitement à l'entreprise dans ces circonstances-là. Dans ce que tu m'as parlé off, il y avait le triangle de la fraude. Est-ce que tu peux l'expliquer verbalement? J'imagine que c'est plus facile avec une image. Oui, mais un triangle, en fait, ça a trois composantes. Puis moi, je l'aime beaucoup, cette image-là, parce que ça permet de parler de fraude à des gens, peu importe leur profil. Donc, justement, que ce soit des gens de TI, des gens qui viennent d'un secteur très opérationnel ou des gens de finance, on est capable tous de se retrouver autour des trois composantes du triangle. Pour les gens qui l'ont vu, là, il y a aussi le concept du diamant là, qui amène une quatrième dimension, mais le triangle est vraiment simple à comprendre. Puis vous allez le voir, le plus intéressant, c'est quand vous lisez un article de journal qui relate une fraude récente, vous allez toujours voir ces trois composantes-là. Même souvent, il y a des citations là, de l'auteur de la fraude qui viennent l'appuyer. Puis même aujourd'hui, il y a une nouvelle situation, là, je vous en reparlerai comme exemple, qui vient donner des exemples sur la rationalisation, entre autres. Donc, trois composantes, il y a un besoin du fraudeur, il y a sa capacité de rationaliser son geste et il y a une opportunité qui lui est présentée. Donc, on peut le voir, on peut l'expliquer là, de différentes façons. Le besoin, ça peut être de toute nature. Là. On peut avoir un fraudeur qui a un besoin financier, oui, mais parfois aussi un besoin de prouver qu'il est supérieur ou qu'il a une
une capacité de le faire, puis ou un profil là, plus narcissique qui va arriver. Donc ça, c'est le volet besoin qui est toujours présent, puis qui va faire en sorte que quelqu'un va décider, quelqu'un de mal intentionné va décider de profiter d'une situation. La rationalisation, ben, c'est la capacité de certains individus à se dire qu'ils y ont droit, qu'ils méritent cette situation-là, ou que moi je dirais ça, c'est normal parce que on a déjà vu des cas où bon, les gens trouvent qu'ils sont sous-payés, par exemple, et là, ils disent ben on a fait ça, mais c'est pour reconnaître le salaire qu'on me donne pas. C'est un avantage que je vais me chercher, mais l'entreprise, en échange de ma loyauté, a toutes les heures que j'ai travaillées. Donc, quand on voit des problèmes justement dans la rémunération globale des employés, mais ça peut amener certains individus à rationaliser leurs gestes et à dire que c'est justifié. Ce que d'autres personnes là, qui n'auraient pas ces mauvaises intentions-là ne seraient pas capables là, de se dire qu'ils y ont droit ou ils vont plutôt se conformer aux règles en vigueur. Dans un troisième temps, ben, il faut une opportunité, il faut que ce soit facile de le faire, puis il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de conséquences, parce que c'est sûr que même si quelqu'un a un besoin et est capable de justifier que ça lui est dû, si on lui offre pas une opportunité grande ouverte de prendre possession d'un bien qui a une grande valeur ou de revendre des données qui ont une grande valeur, ou ben ça va le limiter là, dans sa possibilité de commettre la fraude. Donc, c'est sûr que c'est la troisième dimension sur laquelle les organisations ont le plus de pouvoir, c'est de limiter les opportunités. C'est là qu'on voit que on n'essaie pas de mettre des contrôles sur tout, on n'essaie pas de tout attacher, de tout cadenasser dans une entreprise. Par contre, quand on prend du recul puis qu'on regarde ça d'un point de vue gestion du risque de fraude, on le sait que dans chaque organisation, il y a des priorités, il y a des éléments qui ont beaucoup de valeur pour certaines organisations. Ben, c'est là-dessus qu'il faut se questionner. Est-ce qu'on est bien protégé? Comment on agit? Est-ce qu'on réduit cette fenêtre d'opportunité-là? Si on avait un nouvel employé, moi, j'aime bien utiliser le concept du nouvel employé qui arrive demain matin. Donc, on ne menace pas les gens qui sont là actuellement, on traite personne de fraudeur, mais si quelqu'un arrivait dans l'équipe, comment il pourrait tirer profit de notre organisation, comment il pourrait arrondir ses fins de mois, en d'autres mots, puis de façon intéressante pour lui et non pas pour l'organisation. Donc, c'est ce triangle-là que moi, je trouve qu'il se prête bien à la discussion pour justement voir où sont nos opportunités. Si on avait quelqu'un qui avait un besoin, puis qui avait une façon de penser qui l'amenait à rationaliser qu'il a bien le droit là, à ces petits avantages supplémentaires. Alors, c'est un concept qui existe depuis 1953. Là, c'est vraiment pas quelque chose de récent, mais qui est toujours présent. Je le lisais justement ce matin. Il y avait encore un article sur un fraudeur là, qui a créé des faux passeports vaccinaux. Donc, dans la pandémie, c'est là que je dis qu'il y a toujours des nouveaux stratagèmes, il y a toujours des nouvelles façons de tirer profit du système. Puis, la citation qui était reprise dans le journal là, ce matin, c'est qu'il nous disait que c'était de l'argent facile à faire, là, que la sécurité était tellement faible pour le système que lui, il considérait que c'était presque une invitation à frauder. Donc, vous voyez un peu la façon de penser de ces gens-là. C'est une citation là, intégrale là, qu'il a mentionnée pendant ses procédures d'enquête. Donc, c'est quand même intéressant de le lire, de le voir, parce que c'est là qu'on voit comment sont motivés là, les gens qui commettent des fraudes. Puis plus on comprend comment pense un fraudeur, bien, plus c'est facile de mettre en place les bonnes choses, puis de s'ajuster à cette façon de penser-là, finalement. Je trouve ça très particulier, cette justification-là. C'est parce que c'est facile, je vais le faire. C'est un peu fascinant. Puis en plus de soutirer de l'argent par rapport à ça, mais ça, tout ce volet de passeport vaccinal-là me fascine parce que ça ne servait que tellement petit, puisque bref, je comprends difficilement l'effort que les gens ont pu mettre là-dedans pour s'insurger, mais ça c'est un autre débat. Mais ça, là, on a ce côté-là, donc il faut aussi quand même, là tu le mentionnais, là, c'est la rationalisation qui est très, très fort là-dedans. Il faut quand même être capable, l'opportunité en tant qu'entrepreneur ou en tant que propriétaire de la business, on est capable de voir, avec, comme tu mentionnais, un nouvel employé. Au niveau besoin de rationalisation, est-ce que vous avez des outils pour aider les entreprises à déceler potentiellement des personnes qui ont des besoins, qui sont affamées, si on voulait dire, ou d'autres qui ont des tempéraments plus à rationaliser plus facilement?
Ben, en fait, des outils, tu sais, il y a toute une série de red flags là, qui existent où justement on peut surtout donner de la formation aux gens pour les reconnaître, ces indicateurs-là. Parce que ça ne veut pas dire que les gens sont des fraudeurs, mais ça veut dire que faut quand même porter plus attention à quelqu'un, par exemple, qui prendrait jamais de vacances. C'est l'exemple classique là, où on a un employé qui est là 52 semaines par année puis qui refuse de laisser quelqu'un d'autre entrer dans son univers, mais ça pourrait donner des indices que cette personne-là a des éléments cachés. Puis si on est avec un individu aussi qu'on le sait qui vit une période personnelle difficile, ben il faut quand même être plus alerte. Là. Donc, c'est ces éléments-là qu'on peut discuter justement des différents types de besoins. Puis, c'est pas de devenir suspicieux de faire une chasse aux sorcières là, avec toute notre équipe, mais d'être alerte et d'être conscient de ces risques-là, ben ça aide à justement bien les gérer, puis à ne pas laisser traîner des situations trop longtemps non plus. Quand on vient d'avoir des indices d'irrégularité, ben de rapidement et porter attention et de ne pas se dire ah ça doit être juste une erreur, on verra ça plus tard, là, de prendre le temps au fur et à mesure d'analyser ce qui nous est présenté. Oui, ben même comme on mentionnait, même s'il y a une erreur, il faut la traiter rapidement dans tous les cas, quitte à donner une formation supplémentaire à la personne justement pour qu'elle s'améliore et qu'elle ne fasse plus la dite erreur en question. Donc, ça sert toujours l'intérêt de l'entreprise de bien amener ces gens à ça. Puis en plus, ça va réduire le volet de rationalisation puis du besoin parce que si on accompagne nos employés correctement, en général, ils se sentent plus loyaux, donc moins dans cette idée de rationalisation, surtout ça m'est dû et donc ça. Mais quand l'employeur donne beaucoup d'amour à ses employés, là, puis c'est pas nécessairement de l'argent, mais c'est vraiment de la reconnaissance et ainsi de suite, la probabilité est effectivement moindre que ces situations se passent. Alors, on va fermer la boucle avec un top 3 des saines pratiques pour la réduction du risque. Ben, effectivement, parce que comme tu le disais, on n'arrivera jamais à un risque zéro, puis on veut pas ça non plus. Là, c'est impossible de tout organiser pour qu'il n'y ait aucun risque. Mais on se fait souvent demander qu'est-ce que je peux mettre en place qui est rapide, à des coûts moindres. Puis vous avez vu depuis le début, j'insiste beaucoup sur la sensibilisation des employés. Parfois, donner une formation d'1 heure à des employés. Après, ils vont être plus portés à dénoncer des situations, donc ils vont s'en rendre compte là, d'irrégularité, peut-être des choses qu'ils ont vues dans le passé, mais qui se disaient bon, ça intéressera personne. Donc, ça, c'est vraiment un élément là, qui peut être payant à court terme d'offrir ce genre de sensibilisation-là. Puis l'autre élément aussi qui a aucun coût, c'est lorsque la direction en parle d'éthique, parle d'intégrité, démontre aussi son exemple par les décisions qu'elle prend. Ça, on le voit c'est rare qu'on arrive dans une organisation où on enquête puis que la direction va avoir parlé souvent de ça. Donc, on va arriver dans des organisations des fois qui vont être ébranlées déjà par d'autres décisions plus ou moins éthiques. Donc, si je l'exprime plus simplement, là, dès qu'on a des dirigeants qui donnent le ton, on a souvent des employés aussi autour qui vont démontrer un grand sens éthique puis qui vont comprendre à quel point c'est important pour l'organisation. Donc, montrer l'exemple, ça reste une saine pratique de gestion du risque de fraude qui est vraiment importante puis qui a aucun coût pour l'organisation. L'autre élément qui est dans les tendances, c'est d'avoir des lignes de signalement d'actes répréhensibles, même dans des petites organisations, parce que ça donne un mécanisme de communication additionnel, en fait, qui permet de dénoncer de façon confidentielle certaines actions ou certaines choses, parce que vous le savez, ben, quelqu'un qui voit un collègue ou qui voit un supérieur là, qui commet certaines irrégularités, ben souvent va avoir une peur des représailles. Donc, d'offrir un mécanisme de communication additionnel, c'est un élément là, qui est très, non seulement tendance, mais qui a été aussi démontré, là, qui est un outil très, très efficace dans la prévention, parce que les gens savent que ce mécanisme-là existe. Donc, vont aller choisir une autre entreprise souvent pour commettre un acte répréhensible, et aussi au niveau de la détection, parce que plus il est rapporté rapidement, on le disait tout à l'heure, moins les dommages vont durer longtemps, vont faire en sorte qu'on va être capable de circonscrire le problème beaucoup plus rapidement, puis les pertes sont moindres pour l'organisation, puis les dommages aussi sur les employés et tout ça.
Donc, mon top 3, là, vraiment, sensibilisation, 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 mais aussi donner l'exemple, puis un mécanisme de signalement, c'est très 2023. Mais merci beaucoup. Tout ça est très intéressant. Là. J'espère que ça a éclairé. Moi, ça m'a éclairé beaucoup. J'espère que ça va éclairer justement beaucoup de gens. Et justement, de mettre ça dans leur pratique de quotidienne et justement de participer à la réduction de la fraude et justement d'aider leur employeur. Merci beaucoup.